Amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre numéro de ce jour, le débat du jeudi. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui tient beaucoup à cœur. Ce sera la sécurité en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier. On va discuter ce soir d'un phénomène que vous connaissez tous, le terrorisme qui frappe depuis des années. Nous avons Boko Haram et ses factions dissidentes qui terrorisent le Nigeria, le Tchad, un peu partout. Et après, c'est le cas du terrorisme au Burkina, au Mali, un peu partout. Nous allons en discuter avec trois invités que vous connaissez habituellement. Je serai sur ce plateau avec James Baldé, Diapenda et notre cher ami Tiano. Alors, c'est parti. Dans quelques instants, nous allons d'abord faire une petite pause. Alors, chers invités, comme on l'a dit dès le début de cette émission, nous parlons aujourd'hui de la sécurité en Afrique en général et principalement en Afrique de l'Ouest. Je veux dire dans le Sahel, où aujourd'hui, toute cette zone de l'Afrique est victime d'une guerre des terroristes sans précédent. Alors, Monsieur Diapenda, bienvenue encore une fois sur le débat du jeudi. Merci. Bon. Alors, est-ce que l'Afrique pourra-t-elle gagner cette bataille contre le terrorisme aujourd'hui? Tout d'abord, je remercie donc votre détermination de m'avoir invité ici, comme d'habitude. Et je remercie aussi les téléspectateurs qui sont toujours sur le débat du jeudi, qui essaient de visionner et partager vraiment les expériences et la lutte que les jeunes mènent pour l'Afrique unie. Et effectivement, moi, selon mon point de vue, je pense que l'allure dont cette guerre prend, je ne pense pas si l'Afrique pourra s'en sortir sans l'aide d'une autre force, parce qu'en ce moment, il n'y a vraiment pas de force militaire en Afrique, on peut le constater, vu que tout est déstabilisé, et ça a commencé de la Libye, et jusqu'à aujourd'hui, ça a touché beaucoup les pays de l'Afrique de l'Ouest, et ça continue à se progresser dans les pays. Et je pense qu'il faut vraiment que les Africains et les gouvernements puissent changer les politiques militaires. Sinon, je ne pense pas si l'Afrique pourrait vraiment gagner cette bataille pour un début. Donc c'est mon point de vue. Merci beaucoup pour votre avis. Mais vous avez mentionné quelque chose de très très important dans votre intervention tantôt. C'est le départ de ce terrorisme. Vous avez mentionné le nom de la Libye. Alors, M. Diapenda, comment un tel phénomène quitte l'Afrique du Nord et vient trouver son point d'ancrage en Afrique de l'Ouest? Évidemment, je crois que M. Thibault va vous répondre d'abord et je vais vous revenir. D'accord. D'accord. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. C'est la deuxième fois. Faisant référence à votre question qui a été posée à M. Diapenda, moi je pense que l'Afrique, en date d'aujourd'hui, si on regarde le bilan qui a été effectué, on voit que vraiment l'Afrique n'a pas réussi à contrer le terrorisme. Parce que si vous regardez, il y a beaucoup d'États qui y participent, mais ces États-là ne sont pas unis pour faire face à ce qu'on appelle au djihad, au terrorisme. Je pense que l'une des causes principales de cela, c'est qu'il n'y a pas d'entente entre nous-mêmes, les pays qui devront en ce moment coopérer pour faire face à cette forme de djihad qui est créée maintenant dans la bande sahélo-sahélienne. Je pense que ces pays-là doivent se regrouper ensemble. Même s'ils ont fait des coopérations, ils ont fait des groupes, des unions. Nous avons le G5, nous avons Moi, je pense la force Barkhane. Non, la Barkhane c'est autre chose, parce que la Barkhane était là pour aider, premièrement le Mali qui était dans la crise, à sortir de cette crise. Mais je pense que... Mais ils sont restés. Ils sont restés, mais la Barkhane ne joue pas vraiment son rôle qui est de sécuriser la bande sahélo-sahélienne. Mais quand on regarde la Barkhane, son nombre de combien, on a à peu près 4500 hommes sur le terrain, alors qu'il faut face à un petit groupe de djihadistes. Je pense qu'il y a d'autres intérêts qui sont sous, je dirais, l'intervention de la force Barkhane. Mais le G5 Sahel, oui, c'est un groupe qui a été formé. Oui, c'est un groupe qui pouvait faire grand chose s'ils avaient les forces nécessaires, c'est-à-dire les moyens nécessaires. Je dirais plutôt financièrement et matériellement. Quand on regarde les 5 pays du G5, la plupart de ces 5, ils n'ont pas vraiment une armée forte. Je pense... Justement, on va revenir sur la question de la force des armées. Mais si vous devez me répondre concrètement,
comment on peut expliquer cette mutation-là? Parce que au départ, on parlait que de terrorisme, particulièrement en Afrique du Nord. Mais comment on peut expliquer aujourd'hui cette mutation, ce phénomène brusquement qui quitte l'Afrique du Nord et s'installe principalement dans le Sahel? Sur ce point, comme vous n'êtes pas sans savoir que la crise libyenne est une des raisons principales qui a fait que la mutation d'Iyad a quitté le Nord pour venir vers l'Ouest. Il y a aussi des enjeux économiques et il y a des intérêts parce que, comme vous le savez, le Sahara, la bande sahélo-saharienne, c'est un espace très large. Donc, et contrôler cet espace revient. Bon, il y aura toujours des affaires qui vont se faire entre les différents narcoterrorismes et ceux qui initient, je dirais en quelque sorte, ces affaires. Parce que quand vous regardez, vous voyez qu'il y a plus d'échanges dans le Nord par rapport à ce qu'on appelle la drogue. Vous voyez, il y a aussi des intérêts comme, je dirais, des ressources minières. Comme vous le savez, le désert, surtout le Sahara, passant par le Mali, le Burkina Faso, il y a un très fort gisement qui a été découvert récemment. Je pense qu'il y a eu tous ces tracas-là qui ont fait que la crise de la Libye a impacté de façon directe, même si certains pays comme l'Algérie pouvaient faire face à cette situation. Je pense que voilà, ça c'est une raison qui a fait qu'il y a une mutation, en quelque sorte, il y a du nord vers l'ouest de l'Afrique. En quelque sorte, c'est là mon opinion. Merci de votre intervention et je vais maintenant donner finalement la parole à mon cher Omodine James, alors qui est aussi membre du débat de GT depuis un certain moment. Alors, Monsieur James Baldé, bienvenue et je vais rapidement vous demander. Alors, toute une armée se bat depuis des années contre un phénomène mise en place sérieusement, parce que si ce n'était pas sérieux, on allait déjà les contrer depuis. Alors, comment ces gens-là se procurent des armes que parfois nos amis ne disposent pas? Bon, merci tout d'abord de m'avoir invité dans votre émission. Moi, je pense que la priorité ici, c'est de savoir, la question elle est bien posée, mais le fondement de cette situation-là, il faut comprendre que l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest qui est en train d'être, bon, quand je dis l'Afrique de l'Ouest, je parle de la bande sahélo-sahélienne. Cette partie de l'Afrique représente un organe dans un corps. C'est-à-dire que lorsque l'hémorragie n'a pas été bien gérée en Afrique du Nord, ce sont ces retombées-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et je pense que ça va aller de fil en aiguille si on n'essaie pas d'arrêter l'hémorragie dès maintenant. Mais le pire dans tout ça, c'est que montrez-moi une seule usine de confection d'armes dans la bande sahélo-sahélienne. Justement, comment les gens se procurent? Ça n'existe pas. À ma connaissance, ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une force derrière, il y a tout un business, Monsieur James. Il y a tout un business qui suit ce fléau que nous sommes en train de vivre. Et nous sommes les personnes sur lesquelles tous ces fléaux sont toujours testés, seront toujours mis en examen. Okay. Nous servons de cobayes en fait. Exactement, c'est ça, c'est déjà ça le mot. Nous servons de cobayes parce que les fabricants d'armes ont besoin de vendre leurs armes. Ils ont besoin de vendre leurs produits. Donc ça veut dire que ce n'est pas dans leur intérêt de faire la paix. Sinon, les sommes colossales d'argent qu'ils injectent dans la confection des armes, dans la vente des armes, s'ils investissaient ça dans la paix, on n'aurait pas eu à vivre ce fléau qu'on est en train de vivre. Ce qui se passe dans ces pays, c'est abominable. Ce qui est arrivé tout récemment au Burkina, je pense que ça soit de tel bord ou de tel autre bord, lorsqu'il y a vie humaine qui est en jeu, on se ressaisit à nous-mêmes et on extériorise notre humanité. Donc je pense qu'à un moment donné, l'Afrique doit se prendre en charge et de savoir que c'est nous qui sommes en train de périr dans cette guerre. Merci beaucoup. Déjà, le débat de jeudi, toute l'équipe passe par m'envoi pour dire à ces familles touchées et pleurées que nous sommes vraiment désolés et puis nous souhaitons nos sincères condoléances à ces gens-là. Alors, je reviens dans notre débat du jour, M. Diabenda. La force
ou bien je vais dire d'abord les faiblesses. Mentionner en quelques secondes les faiblesses aujourd'hui de nos armées. Bon, moi je pense que nos armées ne sont pas faibles, mais nos armées ont été donc affaiblies par les hommes politiques donc de nos nations qui acceptent. Et aujourd'hui, vous parlez des usines des armes, comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas des terroristes, c'est des bandits, parce que le terrorisme, je pense que nous, on ne fait pas la différence. Il y a deux choses. Le terrorisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sème la terreur. Et aujourd'hui, c'est l'Occident, si on constate, qui sème la terreur en Afrique. Donc c'est eux les terroristes. Ça n'a rien à voir avec le djihadisme, dire que les gens, les islamistes, tout ça, c'est des trucs pour distraire le monde et distraire l'Afrique. Mais je pense que si on prend aujourd'hui la réalité des choses, c'est tout ce qui est derrière cette crise en Afrique. C'est l'OTAN, c'est l'Occident, c'est la France, parce que c'est eux qui ont détruit la Libye. Et n'oubliez pas que la France elle-même a perdu 13 soldats au Burkina. Non, monsieur le journaliste, ça c'est le cinéma. Ça c'est le cinéma. Il faut que la France perde des hommes pour qu'elle puisse rester en Afrique. Pour justifier et puis prouver au peuple africain qu'il doit rester. Parce que ces Français sont morts pour l'Afrique, c'est ce que les Africains croient. Mais en réalité, Emmanuel Macron l'a dit devant l'antenne, que les 13 soldats qui sont tombés sur le champ de bataille, qui sont morts pour la France, comment un Français peut aller mourir au Mali pour la France? C'est impossible. Si aujourd'hui il y a des coopérations bilatérales, il y a trop d'armes, des vendeurs d'armes qui sont là aujourd'hui pour protéger leur business au Sahel, ce n'est rien d'autre. Si je vous suis, ils sont là pour protéger leur business. Est-ce que, monsieur Thiago, est-ce qu'on peut protéger un business dans une atmosphère de guerre telle que nous l'avons aujourd'hui? Je dirais bien évidemment que oui, parce que si vous regardez, on va faire référence à la guerre qui s'est passée en Afghanistan. C'était une occasion pour les pays occidentaux de vendre les armements à ces peuples qui voulaient coûte que coûte s'aimer la terreur sur le territoire. Moi je pense que on essaie d'adapter la même stratégie vers l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on sait que l'Afrique de l'Ouest, il n'avait jamais eu de djihadisme en Afrique de l'Ouest. Tout Africain qui est conscient, celui-là, je dirais plutôt, les Africains savent déjà que ce qui se passe maintenant sur nos territoires, c'est vraiment quelque chose qui a été importé, d'accord? Et on voulait toujours mettre la main sur une partie de nos territoires. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des intérêts économiques, des enjeux. Si vous regardez la France qui vient intervenir au Mali, au Burkina Faso, soi-disant qu'ils sont en train de combattre contre le djihadisme, vous devez vous poser la question, quel est l'intérêt principal de la France de venir s'engager dans une guerre? On sait que la France détient bien évidemment du Niger, donc la zone entre le Niger et le Mali doit être protégée par la France en ce moment. Et actuellement, vu qu'il y a de nombreuses ressources qui ont été découvertes, que ce soit au nord du Mali ou bien à la frontière entre Burkina et le Mali, on verra bien évidemment que pour pouvoir rester au Mali, au Burkina Faso, dans ces pays, il faudra créer une désordre. Raison pour laquelle la France a envoyé ses troupes. Imagine donc si je vous dis 4500 soldats sur le territoire, qu'est-ce qu'ils vont faire quoi là-bas? Ils sont là seulement pour pouvoir garantir les intérêts, d'accord? Et plus il y a le conflit, plus il y a le désordre, ça permet également à la force française de rester et d'avoir la main mise sur le territoire. Donc il peut se passer plusieurs choses sur le territoire sans que ces États ne soient au courant de cela. Donc moi je pense que oui. Donc ça veut dire que tant que les affaires de la France sont protégées, tant pis pour ce qui Mais bien évidemment, bien évidemment. Alors si on suit, monsieur James, si on suit les propos de Thierry, est-ce qu'à dire que la phrase qui stipule que la France n'a pas des amis, mais n'a que des intérêts, est-ce que ça se justifie? Oui, mais ça se justifie, c'est visible. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont même pas besoin ça ne demande même pas qu'on fasse des recherches. Je pense qu'aujourd'hui, on le sait tous que l'impérialisme de la France est en train toujours de nous absorber. Ok? Je vous ai posé une question à M. Dipania par rapport à la faiblesse de nos armées. J'aimerais bien revenir là-dessus.
Vous savez pourquoi? Nous allons revenir là-dessus en deuxième partie, parce que M. Thierno, lui, il a d'autres engagements, parce que lui, il est juste là pour son analyse dans la première partie de notre débat. Lui va partir dans quelques minutes, mais avant qu'il ne parte, j'aimerais juste qu'on lui laisse l'opportunité de donner son avis sur l'avenir de cette lutte-là. Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Thierno? Pour répondre à cette question d'une manière concrète, je pense qu'on a besoin, les pays de l'Afrique de l'Est, de remettre une structure en place en termes d'armement et en termes d'autodéfense également. Nous avons le moyen de pouvoir protéger nos propres peuples. Parce que comme ça a été auparavant, on n'avait jamais eu à faire face à une telle situation. Et nos peuples étaient protégés, il n'y avait pas de conflit, on vivait en paix. Sans faire recours à la France, sans faire recours à la France, ni à l'Union africaine, l'Union européenne. Mais quand vous regardez maintenant, nous sommes obligés de demander, de tendre la main à ces pays pour venir nous aider. Alors que ce sont ces mêmes pays de l'Occident qui ont sémé la terreur chez nous sur nos différents territoires. Finalement, il faut quoi? Finalement, moi je pense qu'il ne faudra pas donner la main directement à ces peuples de l'Occident. Il va falloir que nous, peuples de l'Afrique, on essaie de voir la structure de nos armées, de mettre des formations en place, former nos militaires pour qu'ils soient capables de faire face à de telles situations. D'accord. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on doit aussi essayer de voir nos amis du passé qui sont venus s'aimer les différentes erreurs chez nous, les différentes erreurs dans nos territoires. On doit essayer de voir nos relations avec ces pays. Parce qu'un pays qui est censé vous aider ne sera pas le même pays qui va venir faire la guerre chez toi. D'accord? On sait que ça, c'est pas vrai. Moi, je pense qu'on doit essayer de voir d'autres alternatives, soit de voir avec les Russes. Bon, ça, c'est une idée, personnellement, que je me demande. Oui, on peut essayer de voir cela si on peut être fourni de recevoir des armements de ces pays, la Russie ou je ne sais même pas la Corée, parce qu'on sait que ces pays, sur le plan des armements, ils sont forts. Ils savent comment fabriquer ces armements. Et ces pays n'auront aucun intérêt à venir chez nous s'aimer la terreur. Ça, c'est mon idée. Deuxièmement, je pense qu'effectivement, on doit savoir également que pour mettre tous ces plans en marche, il va falloir, on a besoin du financement. Je pense que l'Union africaine doit s'engager dans cela. L'Union africaine ne doit pas laisser à l'Union européenne ou bien à l'OTAN de venir mettre des organismes en place pour contrôler ou bien pour garantir la sécurité de nos différentes populations. Je pense que l'Union africaine doit être là à tout moment. C'est comme l'ONU. Au lieu d'envoyer des casques bleus de l'ONU dans nos différents pays, pourquoi ne pas faire également, c'est-à-dire un groupe de militaires de l'Union africaine qui seront là en place pour résoudre seulement des problèmes africains. Moi, je pense que les problèmes africains doivent être réglés par les Africains, non pas de toujours tendre la main à ces pays qui se développent. Merci beaucoup pour votre analyse, elle est vraiment pertinente et franchement, nous en avons besoin souvent sur notre débat. Belle analyse, nous vous souhaitons un bon retour chez vous et après la pause, je reviens avec mes deux invités qui vont poursuivre le débat avec moi.